Aftermath, c'est pas aussi une connotation d'une explosion? Si. C'est possible. Si. C'est possible. Parce que même sur la première compilation Aftermath, il y a ce champignon nucléaire d'explosion. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que ça a plutôt à voir avec l'explosion des hits en fait qui va préparer. Ouais. L'Aftermath. Et c'est bien que tu... Mais Ah, pardon. c'est aussi avec les conséquences, parce qu'il dit, ouais, ok, moi je me barre, vous avez fait les malins, regardez maintenant les conséquences. Ouais. Ouais, Tu sais, comment il s'appelle le petit qui dit ça là? Il dit... Quel petit? Petit Mayombo. Mayombo, le petit Mayombo. Ah, tu vois les retombées. Ouais, les retombées. En fait, il aurait pu appeler ça retombées. Retombées. Sonnez-moi elle. Docteur retombé. T'imagines sur la cover Mayombo comme ça. Retombées. Bonjour et bienvenue dans OG Story, une émission où des passionnés de cette culture qu'on appelle le hip-hop se rassemblent autour d'une table pour discuter dans la joie et dans la bonne humeur. Avant quand même d'introduire le sujet du jour, je vais présenter les invités qui se trouvent à mes côtés du caviar, j'ai envie de dire. Alors le premier, on a l'habitude de le voir en train d'incarner des personnages, derrière un micro, en train de faire des vannes, porter des perruques, tout ça on voit. Mais si aujourd'hui, il est derrière notre micro, c'est bien parce qu'il est aussi passionné que nous par cette culture qui s'appelle le hip-hop. Et d'ailleurs, enfin voilà, tu vois, le mec il est occupé. Bientôt il va aller aux States, hein. Déjà qu'il était perdu à Atlanta. Donc on en a profité, il était libre, il est venu nous voir. Cody est dans OG Story, ça va Cody? Ça va et vous? Ça va très bien. Je suis très content d'être là. Alors, notre deuxième invité, lui, il est présent dans le milieu hip-hop belge depuis un moment, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui aime bien prendre son temps, puis il prend son élan et il est à 100% constant. Ça fait quand même des années qu'avec son clan, il essaye de mettre la lumière, même pas il essaye, il met la lumière sur le hip-hop belge et ça se voit dans son travail au quotidien, au day-to-day. Petit wink-wink pour tous ceux qui ont capté. Accro est dans la maison. Comment tu vas, Accro? Bien, Maxi, ça fait plaisir. Ben oui, ça me fait plaisir aussi de te recevoir et franchement j'espère que tu es prêt pour le sujet du jour parce que... Ah mais écoute-moi, la West Side, c'est vraiment mon kiff depuis très longtemps, tu vois, donc... Ça tue, ça va être bon cet épisode. Et le dernier invité, il nous vient de France ou peut-être de LA, hein, puisqu'il était au BET Award en train de host, il a fait le taf. Et vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de Iconic puisqu'il donne des vidéos de qualité avec des story time de ouf, hein, pour faire partie de la culture aussi, comme il aime si bien le dire. Chris Iconic est avec nous et c'est vraiment un plaisir, un honneur de t'avoir parce que tu es très inspirant, je te le dis. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Merci de me recevoir les gars, c'est super cool. Juste petite précision, c'était Atlanta et c'était les BET. Atlanta. Awards. Mais les BET Awards c'était avant. Mais t'as fait plusieurs BET Awards quoi. J'ai fait les deux. Ceux que tu as cités, je les ai fait aussi. Génial. Atlanta, ben voilà, il y en a deux personnes qui étaient perdues à Atlanta, c'est juste parfait quoi. Moi j'étais vraiment perdu. Et pour le coup, je crois que maintenant je te reconnais. T'avais pas fait un reportage sur Atlanta? Hein? Ah d'accord. Okay, Lost in Traplanta. Ah c'est bon, ok d'accord. Ok. Les connexions se font, c'est parfait. Alors les garçons, si on vous a réunis aujourd'hui, et même vous qui êtes en train de nous regarder, c'est qu'on va parler de Aftermath, la création de ce label si important qui a été créé par un grand monsieur qu'il ne faut plus présenter, mais bon, on va quand même le faire parce qu'il est important, Dr. Dre. Et évidemment, avant de creuser, quel est votre premier souvenir de Dr. Dre, que ce soit un clip ou quelque chose qui vous a marqué avec ce grand monsieur du rap et du hip-hop même tout court? Peut-être Let Me Ride. Ouais. Tu vois, juste le petit qui est comme ça. Le lowrider. Ouais, l'enfant qui fait comme ça. Hell yeah. What all the niggas saying? Moi c'est très différent. Déjà parce que on n'est pas de la même génération. Okay. Moi j'ai commencé beaucoup plus tard et je suis retourné après dans le passé. En fait, j'ai connu Dr. Dre via Exhibit. Oh. Et je devais avoir à peu près 11 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il a produit Exhibit, c'est vrai. C'est ça, il a sauvé Exhibit de Loud Records, si je ne me trompe pas. Ça se passait mal avec Steve Rifkin et du coup il a aidé, il lui a produit, il a été l'exécutif producteur de son album. Mais à cette époque je ne savais pas du tout, je voyais juste dans le clip Exhibit et Dr. Dre. Exactement. Et je trouvais ça trop stylé, du coup j'ai trop bien, c'est quoi? Et j'avais découvert comme ça et ensuite en fait c'était à chaque fois des CD gravés parce que bien entendu j'avais pas forcément les moyens pour avoir et on m'a filé du coup Dre 2001.
Et c'est comme ça que j'ai découvert. Tu as ouvert la boîte de Pandore. Voilà, exactement. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais sur un site, je sais plus c'était lequel, je crois que c'était MTV. Et il y avait les anciens clips de Snoop Dogg et de Dr. Dre, etc. Et je regardais les clips de... c'était... Nothing but a J-Thing. alors Nothing but a J-Thing et Dre c'était Day. Dre Day. Toi, tu es allé sur un site sur Ouais. MTV. Moi, jamais j'ai fait ça. Lui, il s'est contenté du petit truc qu'il Nous, on faisait comme ça. regardait MTV en fait parce que c'était la seule chaîne musicale qu'il y avait. Donc nous, on la regardait. Jamais ma génération est allée sur le site. Attends, MTV. mais on va voir si... Dis-lui. On va... Nous, on a vu des matchs NBA avec Jordan en vrai à la télé. Ah, pour du vrai, hein. C'est vrai. On a vu la Dream Team de 92 et on Ouais. a vu en 92 aussi l'arrivée du gangsta rap avec justement Ouais. Let Me Ride en vrai. Exact. Et moi, mon souvenir sur Dr. Dre qui m'avait choqué, c'était vraiment comment les premières femmes étaient exploitées dans les clips, tu vois. Ouais, Avec ouais. vraiment les bikinis, le gars qui déroule ses capotes dans la toilette, tu vois. Ouais, For the cherry on top, cause when I get through, I got to hit the dope spot. Don't get upset, girl, that's just how it goes. I don't let them know I'm out the dope. ça m'avait choqué. Moi, j'avais 16 ans, j'étais choqué. Et en même temps, tout ce qui était G-Funk, il ramenait un nouveau mood dans le rap Ouais. qui avait été très East Coast jusque-là. Ouais. Et donc là, c'était clairement une belle carte de visite. Ouais, vous avez vraiment 102 ans, hein, vous avez raison. Ça tire à balles réelles, Non, mais c'est pour tout le ce que coup- j'adore. C'est ouf parce que moi, justement, j'étais allé, lorsque j'ai découvert ça, lorsque tu avais un reportage ou un truc dans la télé française sur du rap US, j'étais Ça devant. descend. Ah ouais. Et c'était super rare. Déjà, vous, MTV, vous l'avez depuis super longtemps. Moi, Ah je me ouais. rappelle, je venais en Belgique, je regardais MTV Base. Vous avez déjà Ouais, tout. on l'avait déjà. Nous, on connaissait rien. On n'avait rien. Donc, ça veut dire que tout ce qui est MTV, ça arrivait après. Ce qui fait que dès que tu avais quelque chose, je regardais. Je me rappelle, il y avait une spéciale un jour, parce que tu as parlé du clip avec les capotes qui déroulent, le clip de Snoop Dogg. C'était. C'est pas dans Gin and Juice. C'est ça, c'est Gin and Juice. Et il déroule ça, et je me rappelle, j'étais petit, mais moi j'étais encore plus jeune, tu vois, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Tu croyais que c'était des sucettes? Non, j'ai compris ce que c'était, tu vois, et genre, et je voyais comment les filles rentraient. C'est vrai que ça m'avait choqué un petit peu, mais ça m'avait un peu émoustillé, je crois. C'était assez bizarre. Franchement, j'adore ce moment. Boîte à souvenirs, genre parfait, ça clash, j'adore. C'est parti c'est pour ouf. OG Story, j'ai envie de dire. Alors, le but ici, c'est pas de faire une biographie en tant que telle de Dr. Dre, puisqu'il y a déjà assez de documentaires qui en parlent. Mais c'est quand même important de rappeler, comme 50 Cent l'avait dit, Dr. Dre, c'est pas juste le gars qui vend des casques audio, tu vois. C'est bien plus que ça. Alors, un petit CV express quand même. Dr. Dre, c'est d'abord un DJ, un rappeur, un beatmaker, un producteur, ingénieur du son, enfin un CV vraiment intenable. C'est important de dire aussi que c'est un dénicheur de talent, accélérateur de talent. On va vous le rappeler, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous le savez. Il y a eu Eminem, il y a eu Kendrick Lamar, Anderson .Paak, j'ai oublié Snoop Dogg quand même, 50 Cent aussi, tellement de gens. Easy E, Ice Cube, MC Ren. Trop de gens, c'est Trop, ça. trop. Et c'est aussi important de dire que il a son génie en fait pour la musique, il l'a transformé aussi en business à un moment avec les casques Beats quand même. Et il faut savoir qu'en 2014, ça représentait quand même 65% du marché en termes de casques audio. Et puis il a vendu pour 3 milliards de dollars. Le gars s'est pas embêté à Apple. Donc ça c'est vraiment un truc qui montre aussi que Dr. Dre a permis de populariser le hip-hop. Du coup, ma question pour vous, c'est est-ce que quand on dit le mot hip-hop, directement vous voyez Dr. Dre? Est-ce que c'est le bon truc? Dr. Dre est égal le hip-hop, il n'y a rien à dire. Il y a plusieurs noms qui me viennent en tête, mais Dr. Dre, c'est l'un des premiers, bien évidemment. Hein. Dr. Dre, c'est un chef d'orchestre incroyable, c'est une star lui-même, enfin, c'est quelqu'un de très inspirant. Et tu parlais des casques audio, ce que j'aime en fait avec Dr. Dre, c'est que j'ai toujours eu l'impression qu'il n'était pas dans une course avec les autres. Tu vois, on avait tendance à beaucoup comparer à l'époque P. Diddy, Jay-Z, Murder Inc., etc. Mais en fait, lui, il n'a jamais été dans cette course-là. Et il a toujours créé son propre couloir et dans son propre délire. C'est-à-dire, à un moment donné, bon, vous connaissez l'histoire, on ne va pas vous la faire, mais 96, Aftermath, tout ce qui se passe. Hein. Et on en va fait, y venir, Chris, on va y venir. Ok, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce que je trouve, c'est qu'en fait, il a créé vraiment son univers. Il a créé son monde il a fait tout dans ses conditions à lui. Même quand il a créé Beat by Dre, il se dit pas je veux être l'un des rappeurs les plus riches. Alors, peut-être que ça a été le cas, mais en tout cas, il s'est pas pressé de rattraper les autres. Quand c'est arrivé, mais il a fait un produit qui le correspondait. Exactement, vous êtes d'accord avec Chris? Dr. Dre est égal le hip-hop? Period, comme diraient certaines personnes. Chris, il a dit, il y a beaucoup de noms qui lui viennent en tête, mais forcément, il y a Dr. Dre dans les noms.
Ça, je suis d'accord, évidemment. Ça, c'est indéniable. Moi, je continue à considérer que le hip-hop est une culture qui a permis à Dr. Dre d'exister, tu vois. Donc le hip-hop n'est pas Dr. Dre, mais c'est quelqu'un qui, au fil des années, depuis les années 80, où il était effectivement DJ à la sortie du disco, il a traversé ces époques du hip-hop. Aujourd'hui, il a peut-être 60 ans, tu vois. Donc, ouais. On va continuer avec Dr. Dre. C'est important quand même de revenir sur les débuts de sa carrière. D'abord, il était DJ dans World Wrecking Class Crew, si je ne me trompe pas. Ensuite, il est parti dans NWA, vous avez vu. Ils ont cartonné avec leur premier album, Straight Outta Compton. Vraiment un gros succès. Ils ont contribué à faire connaître Compton, c'est ça, dans le rap, et aussi à faire populariser le gangster rap. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est que, bon, vous savez, il va commencer à s'embrouiller avec ses gars, notamment Eazy. Lui, il arrive juste après, parce que lui il a flairé les embrouilles et c'est là qu'il s'est ramené. Mais avant que Suge arrive, qu'est-ce qui se passe? Il s'embrouille avec Eazy, rémunération, contrat. Ice Cube, d'ailleurs, va quitter le groupe en premier pour ces raisons-là. Et justement, c'est là que Suge Knight va arriver et va dire, en fait, viens, on va créer notre propre truc ensemble. Et c'est là que le couloir de la mort va naître. Death Row, d'ailleurs, avec l'anecdote là qu'il aurait pendu Vanilla Ice par-dessus un balcon pour qu'il signe un contrat, etc. Enfin, c'est vraiment une histoire de dingue. Allez voir ça sur YouTube, il y a toutes les infos. Et c'est là qu'ils vont créer Death Row. Death Row va vraiment se retrouver au sommet de tout. Et c'est là-bas qu'il va sortir aussi son premier album mythique, anthologique. Justement, toi, tu disais que tu étais reparti écouter cet album-là, The Chronic. En 1992, il prend son poulain avec, son premier poulain, Snoop Dogg. The Chronic qui est sa bœuf préférée. Ouais, c'est vrai que... c'est important, il faut parler de bœuf. C'est vrai que c'est son brocoli préféré. Non, parce que... Tu sais que ça vient d'une erreur. Ah ouais? Ça vient d'une erreur? Ouais, en fait, la chronique. Enfin, moi, je fume. Non, il disait qu'il y avait des gens qui entendaient les enregistrements qui disaient ah, ça sonne trop bien, c'est hydroponic. Et ils l'ont appelé The Chronic. Alors, apparemment, alors moi, je fume pas, mais apparemment, l'hydroponique, j'ai entendu aussi Roy Enoch le dire, c'est pour ça. Et apparemment, c'est de la bœuf. Et en fait, hydroponique. Et apparemment, en fait, c'était des white kids des suburbs, en fait, et ils entendaient. Dr. Dre adorait ce truc, il disait ah c'est quoi, comment ça s'appelle? Hydroponique. Ah chronique. Et en fait il a nommé le truc chronique apparemment, d'après ce qui se dit, tu vois. Après, Et donc comme je disais, il a ramené son poulain Snoop Dogg. Snoop Dogg va sortir Doggy Style, qui sera aussi produit du coup sur Death Row. L'album de Chronic de Dr. Dre, c'est un peu comme Batman et Robin. S'il n'y avait pas eu ce Snoop, il ne serait pas arrivé à ce succès-là, tu vois. C'est clair. Snoop est arrivé derrière comme un ovni, un espèce de un long gars tout maigre avec un flow un petit peu raga, tu vois. Il faisait des flows accélérés. Sur de la G-Funk. Ouais, sur la G-Funk. Il est arrivé avec quelque chose de très particulier et il a amené beaucoup de mélodies et un flow très laid back, alors que tous les rappeurs étaient là pour kicker, tu vois, à cette époque-là. Donc, moi, je pense que c'est Snoop qui a permis à Dre de monter avec The Chronic. Et après, son album était tellement attendu, Doggy Style, qu'il a été servi sur un plateau d'argent. Et là, ils se sont renforcés en confiance, ils se sont renforcés en beatmaking, en G-Funk, etc. Et Snoop a pu vraiment arriver grâce à ce couloir, je pense. Je l'ai découvert via Bow Wow. Ah oui, comme moi en vrai de vrai. Oh. Exact. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. All the girls around the world that love how it's going down. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. C'est ça, c'est très drôle parce que souvent quand tu parles à Audi, en fait ils se rendent pas compte. Mais j'ai 30 et... Se dire j'avais quoi? Quand une dizaine d'années, on va pas aller sur les calculs précis. On voit à peu près. Ouais, voilà. Si j'avais 10 ans, c'est que t'en avais 60 normalement. Pas d'agisme dans OG Story. Donc en fait, et il y avait le clip de Bow Wow, donc What's My Name, et donc Snoop était en featuring. Quand je le vois, c'est un ovni. Je le trouve trop stylé. Mais vraiment, c'est un langage de gosse. Je le trouve stylé, genre tresse, veste, tout. Et en fait, un visage noir comme ça qu'on pouvait avoir à la télé avec autant de style, autant de présence, etc., c'était super rare. Moi, quand je le vois et que j'ai 9 ans, 10 ans, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de dingue. Je veux que ce soit mon parrain. Je veux que ce soit. J'avais envie d'être lui, tu vois. Je crois que c'est le premier rappeur, quand je l'ai vu physiquement, je me suis dit, putain, j'ai envie de lui ressembler. J'ai envie de tresse, j'ai envie de lui ressembler, j'ai envie de m'acheter des chemises à carreaux, pareil, etc. Et ensuite, dès que j'ai découvert Dr. Dre, alors j'ai beaucoup aimé Dr. Dre, mais je voulais être Snoop. Tu vois, et en grandissant, Dr. Dre m'a un peu plus inspiré dans sa manière de faire les choses. Exactement. Chef d'orchestre, etc. C'est plus ce qui me correspond, tu vois. Mais Snoop Dogg, c'était vraiment ma première grosse baffe. Mais comme je vous ai dit, c'était vraiment sur le toit du monde. Hein. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont payer la caution de Tupac qui était en prison. Tupac va rejoindre les rangs du couloir de la mort. En 96, je pense en 95, ils sortent California Love, qui est un tube de dingue, qui se retrouve numéro 1 au top 100 aux États-Unis.
Now let me welcome everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. Tout va bien jusque ce que ça parte en cacahuète aussi avec Suge Knight, parce que Suge Knight est pas facile, il va voler déjà la go à Dr. Dre, mais elle aussi, petite parenthèse, j'ai envie de dire, vous savez, elle est quand même sortie avec Dr. Dre et Suge Knight, elle a eu des enfants avec les deux. Michelle, c'est la chanteuse Michelle. Elle a du goût, elle a du goût. Elle aurait dû s'appeler Miss LA. Pas mal, pas mal. Il y a pas mal d'anciens artistes d'ailleurs de Death Row de Death Row qui disent que Suge Knight c'était quelque chose, mais elle c'était vraiment le diable en personne. T'as des chanteurs, J'ai aussi chanteur R&B, Danny Boy. C'est Danny Boy qui disait ça. La manière dont elle a maltraité, parce que tu sais ce qu'on dit, bon il y a le boss mais il y a la femme du boss, tu vois, derrière. Et la femme du boss, elle va chuchoter des choses et elle-même, elle va des fois mettre les mains dans le combu, tu vois, dans le cambus. Et donc, du coup, il s'est passé plein de choses pas très cool. Mais Suge Knight, voilà, vous savez, le mec, il est compliqué, faut pas trop jouer avec lui. Donc, comme je vous ai dit, il a volé la go de Dr. Dre. Ensuite, il aurait gardé pour au moins une valeur de 78 millions de dollars sur les droits de la musique de Dre. Et ensuite de ça, il aurait aussi refilé... De Snoop, effectivement. Ouais. Et il aurait aussi refilé des titres de Dre à Tupac, et à Skip aussi, Tupac, il a essayé de faire des choses avec la go de Dr. Dre. Donc c'est parti en cacahuète totale, Dr. Dre décide de partir, c'est là où il dit vas-y je vais faire mon truc, ça va s'appeler Aftermath, Aftermath qui veut dire en français du coup conséquence. Et est-ce que pour vous c'est un hasard qu'il a appelé justement son propre label comme ça, Conséquence Records? Non, à mon avis c'est pas un hasard, lui il fait pas vraiment les choses par hasard. Aftermath, c'est pas aussi une connotation d'une explosion? Si. C'est possible. Si. C'est possible. Parce que même sur la première compilation Aftermath, il y a ce champignon nucléaire d'explosion. Et moi, je pense que ça a plutôt à voir avec l'explosion des hits en fait qui va préparer l'Aftermath. Et c'est bien que tu dis. Mais c'est aussi avec les conséquences parce qu'il dit ok, moi je me barre, vous avez fait les malins. Regardez maintenant les conséquences. Tu sais comment il s'appelle le petit qui dit ça là? Quel petit? Petit Mayombo. Mayombo, le petit Mayombo. Ah, tu vois les retombées. Les retombées. En fait, il aurait pu appeler ça retombées. Sonnez-moi LA. Docteur Retombé. T'imagines sur la cover Mayombo comme ça. Retombé. Vous êtes ouf, vous êtes vraiment ouf. Mais le truc, c'est que justement, tu disais que c'est une explosion et que genre, vous disiez tous les deux, explosion, attendez, les hits ils vont arriver. Mais justement, quand il va avec il fait son propre label, ça se passe pas forcément bien tout de suite. Il y a quand même 1 an ou 2 ans où il va galérer. Les gens vont commencer à se dire, mais est-ce que Dre est vraiment capable de faire les bails tout seul? Tout ça va changer parce qu'il va rencontrer ce gamin de Détroit. Apparemment, il y a un petit là, il kick de dingue, etc. Et c'est qui? Slim Shady. Je voulais dire un truc bête en fait, mais c'est trop sérieux. Mais bien sûr, c'est Slim Shady. Et comme il le disait très souvent, he was the missing link, vraiment le lien, le petit truc qui me manquait pour que ça décolle. Est-ce que vous connaissez l'histoire de leur première rencontre? Non, moi je connais pas. Chris? Ouais, on la connaît. Tu te lances? Vas-y quand même, il y a peut-être... on veut que tu la racontes un peu, juste un peu. Non, bon alors brièvement en fait, Eminem c'était un artiste qui essayait de percer depuis un moment, il faisait énormément de battles. Il avait perdu en finale, je sais plus où, contre qui, sauf que sa cassette tournait. Et en fait, Jimmy Iovine a récupéré la cassette. Dr. Dre avait besoin de nouveaux talents. Jimmy Iovine lui conseille d'écouter la cassette. Il écoute la cassette, il est impressionné par le talent. Et il le contacte à ce moment-là. Et Eminem n'y croit pas à ce moment-là. Et puis finalement, voilà. Finalement, il aurait dû. Il a eu raison de venir finalement, parce que Dr. Dre va l'inviter dans son studio. Il va balancer la prod de My Name Is. Eminem va se lâcher en mode one shot. My name is what? My name is my name is Slim Shady. C'est là ils se dire en fait il faut que je signe ce petit, et c'était le début d'une bromance incroyable. On parlait de Batman et Robin avec Snoop et Dre. Là c'est le chapitre 2 quoi avec Eminem. On sent qu'il y a l'instinct de survie ou de je dois m'accomplir immédiatement de Eminem, et il y a Dr. Dre qui était en attente de ça, et la magie opère avec le premier, My Name Is. Il est tout de suite fait sur le premier soir en fait. Et Dre raconte que sur 1 ou 2 jours ils ont fait 4 titres qui sont restés sur l'album après. Donc on sentait que Eminem, niveau texte, niveau créativité, il était vraiment en chien quoi. Et vraiment il est en chien, et en plus c'est la preuve parce que Marshall Mathers LP va sortir en 1999 et juste quelques mois après t'as Dr. Dre, comme on disait, il sait attendre calmement, il balance l'album d'anthologie, du coup le 2e album d'anthologie 2001 qui cartonne aussi, et sur lequel on retrouve notamment Still Dre. Mais bon, je sais que vous savez, mais je vais quand même vous demander, vous savez que Still Dre a été écrit par
Scott Storch. Attends, voulais dire Vanilla Ice. est-ce que Cody là, parce qu'il y a que Cody qui fait pas semblant de pas savoir. Hein? Non, mais c'est Vanilla Ice. Qui a écrit Still Dre? Jay-Z. Oh, j'ai eu peur. Ok, c'est bon. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Franchement, je voulais qu'on te fasse galérer un petit peu. mais Scott Storch au clavier. Ouais, Exactement, ouais. c'est vrai, c'est important. Lui aussi mériterait un OG Story, tiens. Je dis ça à l'équipe, peut-être que... Mais Still Dre, qui est vraiment un anthem, comme on dit, une hymne quand même du rap US, même du gangster rap, on pourrait dire ça. Quand on vous parle de rap US ou de gangster rap, est-ce que Still Dre, pour vous, c'est la première référence? Et si c'est pas ça, est-ce que vous avez un hymne pour vous de gangster rap ou rap US? Moi, serait lequel pour Still Dre, vous? moi, c'est un morceau qui me motive de fou. C'est plutôt un morceau motivation. Ils se demandent est-ce que je l'ai toujours, est-ce que j'ai toujours la flamme en moi, tu vois. En fait, c'est un morceau de retour, tu vois. Pour moi, il a réuni son armée de soldats en dickies, Chuck Taylor, et il va à la conquête, tu vois ce que je veux dire? Il va à la conquête du Peura, tu vois. C'est un peu le truc. C'est un peu ça que je ressens quand j'écoute le morceau, tu vois. Et même, tu sais, Snoop Dogg qui est juste là en renfort dans le refrain, tu vois. Tu te dis la première fois, est-ce qu'il va à chaque fois? Non! Pas de couplet, que le refrain, il est que là pour accompagner, tu vois, le général beau, hein. en conquête, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je vois plutôt le morceau comme plus un morceau de motivation. En fait, ce que j'ai aimé, parce que tu parlais d'Eminem, j'ai beaucoup aimé comment Eminem arrive dans, je crois que c'est What's the Difference? What's the difference? What's the difference between me and you? Oui. Comme il entre Eminem, c'est genre Eminem dans cette période-là entre Slim Shady et Eminem Show? Ouais, non, juste entre le LP et ce projet-là. Okay. En fait, Eminem, pour moi, c'est le meilleur Eminem. C'est genre le Eminem, c'est Slim Shady qui rappe. Il a une voix très démoniaque. Je trouve que c'est démoniaque, tu vois, elle est un peu nasillarde. Il parle à Dr. Dre comme personne parlera à Dr. Dre. Tu vois, même dans Slim Shady EP, t'as le morceau où, Guilty Conscience? Voilà, la manière dont il parle et même les choses qu'il révèle sur Dr. Dre sur le morceau, je trouve ça juste dingue, tu vois. Un de mes morceaux préférés d'ailleurs des deux anti-Kitaka. How could you take advantage of her? She's passed out. It's easy, just cut these lights out, that's how. Then pick this chicken up, get her off Brad's couch and leave her on the front porch at her mom and dad's house. Ce que j'aime beaucoup aussi avec le duo qu'ils ont réussi à créer, c'est ce que je te disais plus tôt, c'est que c'est vraiment un paria qu'il allait chercher. C'est pas quelqu'un sur qui tu mises en 99 quand tu vois ce qui se passe chez Loud Records, chez Def Jam, tu vois un Babtou qui te raconte qu'il s'est fait défoncer par un bully dans son lycée, tu vois, il s'est fait niquer le mec. Attends, pause, on va revenir sur Eminem, okay. mais c'est bien parce que tu es en train de chauffer le terrain et ça va arriver dans quelques instants. Justement, l'album 2001, il est très important. Pourquoi? Parce que ça relance aussi Dr. Dre en tant que rappeur. On sait qu'il est dans la production, mais ça le remet sur le devant de la scène et tu fais très bien de dire que justement, Still Dre, c'est vraiment en mode, est-ce que j'ai encore tout ça? Est-ce que oui, j'ai la hargne, j'ai faim et je vais vous montrer que c'est toujours moi le patron. Et l'album 2001, oh pardon. Vous savez que j'ai rencontré moi les Compton Cowboys. C'est qui? C'est quoi? Ouais, ils sont pas loin de chez Roddy Ricch. Compton Cowboys, ouais, donc c'est des mecs de Compton à cheval. cheval. À cheval, ouais. Ah ouais? C'est des cowboys, donc ils sont là. Genre à Compton, ils sont à cheval et tout. Ils sont allés rendre C'est chez des Crips ou des Bloods? C'est plutôt des Crips. Et donc moi je les ai rencontrés, j'ai été là, faire du cheval avec eux. Ils vivent en communauté avec. Attends, donc toi t'as fait du cheval à Compton? Mais toi t'as un G. Comme quoi? C'est un vrai G. Hein. Et les mecs ils te parlent comme des. Ces mecs, c'est la street. C'est la street. Il faut qu'on aime les chevaux. Quel level, un level de ouf. Waouh, t'en as vécu des choses, toi. Compton Cowboys. Alors, et rapidement, très rapidement, l'album 2001, vous le mettez dans votre top 10 des albums classiques du rap US? Top 10, ouais. Ou top 5 peut-être? Soyons fous. Pas top 5. Top 10. Non, je ne mettrai pas dans mon top 5, mais clairement dans mon top 10, top 15, je dirais. 15, ok. Tu vois, par là. Et Cody, toi aussi, top pareil? 10, Top 10. Hein. Parce que si j'étais. En fait, il y a eu trop de choses qui sont sorties après. Du coup, maintenant, je ne sais plus. Ouais. Mais c'est. En tout cas, c'est l'un des albums qui m'a le plus marqué. Mm-hmm. Alors, comme on a dit justement, Dr. Dre et Eminem, c'est vraiment Batman et Robin.
ils vont vraiment rendre le rap encore plus populaire peut-être que la musique d'Elvis, de Madonna. C'était vraiment devenu un truc de ouf. Eminem a permis aussi avec sa musique de faire sortir le rap de cet endroit en mode, tu sais, la case enfermée de c'est que pour le ghetto, c'est la musique du ghetto, ça doit rester dans le ghetto. Non, lui il l'a sorti vraiment partout, ça a traversé des Pour moi, le rap, le hip-hop, c'est le mouvement musical le plus fédérateur du XXe siècle. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Et j'ai envie de drop de mic sur cette phrase. Franchement, on a terminé l'émission. Merci beaucoup. Drop le cheval. N'oubliez pas de liker et de commenter. Vraiment, le plus fédérateur. Ouais. Mais la preuve, aujourd'hui, ça met tout le monde d'accord partout. Je pense que le rap, clairement, a le plus œuvré à... Ce que je veux dire, c'est un truc de ouf. Hein. Mais à diminuer, on va dire, entre guillemets, le racisme. Parce que le rap, en fait, avec les visages, avec la pop culture, tu vois, c'est du soft power, finalement, tu vois. Et pour moi, le soft power, c'est le meilleur moyen de diffuser des idées dans des foyers. Même que tu le veuilles ou non, tu vois, on le voit d'ailleurs dans les suburbs aux US, les plus gros consommateurs de rap, finalement, c'est ces gens-là, c'est eux qui vont au concert, c'est eux qui achètent. Qui payent, exact. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils achètent ? C'est un ticket pour aller voir le Wu-Tang Clan performer, ou Dr. Dre, justement. Et je pense que quand tu vois des visages comme ça, et que ça devient tes héros, que tu as des posters d'eux dans ta chambre, etc., que tu le veuilles ou non, il y a quelque chose qui s'ouvre. J'allais dire qu'il se débloque, mais se débloque, voilà, exactement. Alors, je pense à Accro, parce que c'est vrai que... Moi, je pense aussi que Eminem est arrivé dans un moment de l'industrie où c'était un peu trop lisse. Justement, et c'était ça ma question. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène Eminem ? Il est arrivé comme une boîte de farce et attrape. Et il a permis à Dr. Dre d'avoir un autre visage de quelqu'un qui est dans la déconne. Alors que Dr. Dre avait cette image, tu vois, toujours habillé sombre, avec juste sa paire de Air Force blanche et son côté gangsta très sobre. Mais là, il a commencé à délirer dans les clips, tu vois. Et il a donné un autre visage de lui-même qui a peut-être aussi ouvert le genre vers quelque chose de plus pop, mais sans perdre l'âme du hip-hop non plus. Et donc, moi, je pense que c'était crucial. On l'a vu quand il clash Après, il clashait tout le monde. Britney, Christina Aguilera, Pink aussi, etc. Voilà, ils en prenaient tous pour leur grade, comme MTV d'ailleurs. Mais en même temps, ça faisait un peu c'était rugueux. Il fallait quelque chose de rugueux, sinon, voilà, c'est ça l'artistique. Ça arrangeait la presse aussi, ça nourrissait voilà, exactement. Le gars qui clash sa mère, qui dit qu'il a été tabassé, qu'il a grandi dans une roulotte, qui bouffait des champignons, tu vois. Ça fait un personnage. Il y a ce côté anti-héros. C'est important. Et je trouve qu'Eminem, c'est très visuel quand il rappe. Ce qu'il raconte, tu peux te l'imaginer tout de suite. Et pour vous, pourquoi est-ce qu'il est fort ? Est-ce que c'est juste que Eminem est arrivé au bon moment ? C'était juste le bon moment, il a rencontré la bonne personne. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi fort pour vous ? Qu'est-ce qui fait qu'Eminem est the rap god, comme il dit, pour reprendre ses mots ? C'est d'abord un MC qui est indétrônable, à mon avis, et qu'il ne faut pas tester en battle. Ceux qui se sont essayés comme Machine Gun Kelly, ils n'ont pas une durée de vie très longue en clash retour, tu vois. Même The Game ou 50 disent clasher des gens, mais n'allez pas chercher Eminem. The Game, il a retourné sa veste là. Récemment, il a dit, c'est vrai, on n'a rien entendu. Je trouve que ce qu'il lui a fait, c'est un bel hommage, en fait, parce qu'il fait tout un clash, mais il cite toute sa carrière, en fait. Moi, je l'ai pas pris comme le morceau de The Game là, sur son dernier album. Je l'ai pas pris comme une grosse attaque négative ou méchante. Ask Dre, all I got is my word, my dick and my Mac 10. One thing you can never have is my motherfucking black skin. Et je pense que d'ailleurs Eminem n'a pas répondu. Je pense pas non plus. Je pense qu'il a mais pas même dû Snoop aussi, là, il a tenté, il me semble pas de le cacher en musique, mais il a dit des petits trucs où genre... Ouais, mais alors je pense que ça c'était des histoires personnelles. Et je crois qu'ils l'ont expliqué comme ça, c'est entre eux, il y a dû avoir des trucs. Et du coup Snoop Dogg s'est senti... obligé, entre guillemets, pas obligé, mais il a eu l'envie de le dire publiquement. Il savait que ça allait faire réagir dans leur camp là, et finalement il y a eu une discussion qui a eu lieu et ça s'est calmé. Mais pour revenir à Eminem, ce que je trouve incroyable avec lui, c'est son côté m'en foutiste, en fait. C'est-à-dire que en fait, les MC qui à un moment donné sortent des codes, parce qu'à ce moment-là il y a énormément de codes, on te dit que voilà, le rap ça va être ça, tu dois être dur, tu dois montrer toutes ces choses-là, et en fait Eminem il arrive à contre-courant du mouvement en proposant quelque chose de diamétralement opposé, quelque chose de très authentique, ce qu'il vivait en fait. Et en réalité, tu vois, oui, effectivement tu peux te faire cogner dans la vie. Effectivement, ta mère, elle peut pas être, c'est pas forcément dire maman de, quoique même dans dire maman, ils disent des trucs bizarres, pas sur ça. Mais même, tu peux ne pas totalement aimer ta mère ou ce genre de choses. Tu vois, peut-être que beaucoup de jeunes vivaient à ce moment-là aux États-Unis, en particulier la communauté blanche. Il a su l'exprimer après avec un talent qui est indéniable.
Et Dr. Dre était là au bon moment aussi. Je pense que c'est l'association de plein de choses qui fait qu'à un moment donné, Eminem réussit à péter. Mais vraiment, je trouve que son talent d'écriture, il est dingue. Même sa voix, il y a vraiment quelque chose de particulier avec lui, surtout dans ces années-là. Vraiment. Je crois qu'en plus de... C'est comme si tu superposais 2 beats, parce que rien que son flow, tu pourrais le mettre a cappella et écouter le truc. Ouais. Donc voilà, je crois qu'il arrive avec un... C'était déjà spectaculaire en fait. C'est déjà spectaculaire. Voilà, c'est ça. Oula. Space, tu vois. Alors, quelques chiffres quand même pour se rendre compte du phénomène Eminem. 15 Grammy Awards, 130 millions d'albums vendus, 390 millions de singles vendus, 6 albums parmi les 30 albums les plus vendus de l'histoire du rap, 3 parmi les 10 les plus vendus de l'histoire. Artiste qui a le plus vendu au monde au 21e siècle et artiste de la décennie 2000-2009 par le Billboard. C'est vraiment une époque de dingue à ce moment-là pour quand même Aftermath. Et ce qui est génial en fait, c'est que l'élève va prendre aussi du maître, il faut le dire. Il ne va pas se contenter de rapper. Lui aussi va commencer à dénicher des talents. Lui aussi il va commencer à produire. Et ça se passe quand ils vont croiser le type qui s'est pris 9 balles et qui est Curtis Jackson, un certain 50 Cent. Quelle introduction. Pas mal. Je crois que tu parlais de Bone Crusher. Un certain 50 Cent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en 2002, Eminem va tomber sur un CD de 50. Il va essayer de convaincre Dre de le signer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont le co-signer. Et 50 va arriver avec son album aussi, qui est un classique, Get Rich or Die Trying. Un autre Aftermath. Un truc vraiment de fou furieux. Et le premier single qu'on se prend en pleine gueule, c'est quoi? In the Club, avec l'image de dingue. C'était Wangsta? Ouais, je crois que c'était Wangsta. Ok, alors après c'est In the Club. Ouais. Alors le deuxième, mais c'est parce que le clip est beaucoup plus marquant, je trouve. Tout est labo, plus marquant. Le labo, toi, là-dessus. tu vois genre Dre et Eminem en scientifique en train de créer, c'est leur propre création. Go, 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 go. Ils le mettent en avant, donc il n'y a pas meilleur qu'O'Sign en fait rêvé pour un premier artiste qui arrive. Jay-Z, il descend du plafond et il a les abdos, pas comme au Super Bowl. Pas comme au Super Bowl. Je savais qu'elle allait sortir celle-là. Je savais. Est-ce que vous vous souvenez de l'impact que ça a eu quand il est arrivé 50? Mais j'ai vu récemment une vieille interview de Jay-Z qui disait le gars qui arrive. Ouais, je connais cette anecdote. Il va braquer tout le monde. En fait, moi, j'aime beaucoup la période Rockefeller. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, à ce moment-là, Rockefeller commençait à prendre de l'ampleur. Il avait sorti la compile, etc. Et il était en studio avec ces gars et il disait là, il y a ce gars, là, ce rappeur qui était chez Sony, là, il s'est fait tège. Ouais. Dre l'a récupéré. Il est chaud. Bossez. Sortez des CD maintenant parce que ça va être compliqué. Il y avait Memphis Bleek, Beans, tout le crew de State Prop qui était là, Freeway, etc. Sortez maintenant parce qu'il y a un gars qui arrive. 50 Cent is coming. Ouais. Et 6 mois après, il est sorti in the club, donc ils ont dû tout mettre en stand-by. Bien sûr, tu peux rien faire. C'était trop. Genre, toi là, tu devais avoir quoi? Peut-être 14 ans cette fois-ci. Est-ce que tu rêvais d'être 50 ou pas? T'as abandonné Snoop ou pas? Non, moi c'était très particulier. Moi, 50 Cent, j'aimais bien, mais tu sais, quand t'es un gosse, t'es un peu bébête des fois avec des trucs. J'ai dit non, lui, il est trop commercial. Parce que j'avais découvert Nas. J'ai découvert Nas, tu vois, donc j'étais là, non, moi, tu vois, mais j'aimais beaucoup 50 Cent, enfin, vraiment, comme tout le monde, tu vois, les gros singles, In Da Club, Wangsta, j'ai découvert In Da Club avant, parce que je regardais ça à la télé comme la plupart des gens. Ça tournait en boucle. Etc. Et en fait, c'était la première fois qu'un rappeur, en fait, avait un tel impact dans la société, c'est-à-dire que moi, j'écoutais déjà Exhibit, Ja Rule, tu vois, les grosses têtes comme ça, là. Et en fait, c'était la première fois que dans ma classe, tu vois, des petits qui connaissent pas le rap américain, parce qu'à cette époque-là, c'était pas aussi démocratisé, en parlent et me disent « Ah, Chris, toi qui aimes bien le rap américain, tu connais 50 Cent ?» Tu vois, c'était la première fois, tu vois. Et je me disais « Ah ouais, non, il est vraiment devenu big, ce gars-là, tu vois. » Donc, c'était quelque chose d'assez impressionnant pour moi. Mais ce qui m'a marqué, moi, dans cette époque-là, c'est que quand j'arrive et quand je commence vraiment à m'intéresser au rap, c'est une époque où le rap est très lisse et très ghetto superstar, c'est très beau, c'est très shiny. Là, toi, tu parles de Murdering, j'ai l'impression. Les sons de Ja Rule et tout, la team Murda, c'était comme ça. Alors déjà, Murdering qui avait une grosse place à ce moment-là, c'est clair, donc ils avaient ce truc-là très sucré, etc. Mais en vrai, Jay-Z, à ce moment-là aussi, il y était, tu vois. Quand il sort, je crois, Blueprint 2, on est à peu près en 2003-2004. Même Jay-Z, avec son album d'avant, il commence à faire des clips dans des yachts, ça devient beau gosse. Big Pimpin'. Big Pimpin', baby. That's right. Big Pimpin', spinning cheese.
c'était très lisse. Et moi, quand je voyais le rap américain, je commençais à me dire, je me disais, c'est très beau. Je trouvais ça beau visuellement, tu vois. Et quand 50 Cent arrive, il y a un côté beaucoup plus, tu vois, on retourne dans la rue, tu vois. C'était, je me dis, putain, on dirait les trucs qu'on voyait plus dans les années 90 avec DMX. Ça m'évoquait plus ça, tu vois. Donc, c'était un peu une gifle et un truc de, ok, ce gars-là, c'est le troublemaker, tu vois. Il vient foutre la merde. Ouais. Alors, et pour vous, comment vous avez vécu cette période? Et donnez-moi aussi après un titre, peut-être de l'album qui vous a marqué. Pour moi, en tout cas, musicalement, ils sont venus parfaire ce qu'ils avaient déjà réussi à faire sur Chronic 2001 avec la mélodie en plus. C'est-à-dire que 50 Cent a ramené et a décomplexé les rappeurs dans le fait d'oser chanter. Il avait ce côté mielleux dans les refrains, aussi laid back, tu vois. Many men wish death upon me. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. C'est chanté, tu vois. Et puis il kick dans les raps. Il a amené ça avec le côté basse et beat bien marqué. Pum, 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 pum. Il y a aussi du Scott Storch derrière, tu vois. Et ils ont ce côté club magique, comme Biggie l'a déjà amené sur New York avant lui. Mais il le sublime vraiment. Et cette production est imparable. Et tout l'album, c'est vraiment, pour moi, là, tu peux aussi le mettre peut-être dans le top 10 des meilleurs albums de rap US. C'est qu'il est façonné de cette façon-là. Et 50, là, j'ai lu un de ses bouquins sur le management où il dit après, c'est moi qui ai écrit les gimmicks pour The Game. C'est moi qui ai écrit tous les refrains du premier album de The Game. Et on me cite pas, tu vois. Donc, c'était quelqu'un, en termes de mélodie, en plus de côté légende, il s'est fait shooter, il a survécu. Voilà, il y a aussi toutes des choses qui se mettent sur la table. Voilà, on a un personnage aussi, un super-héros qui sort de l'ombre. Et ancien boxeur, ancien dealer et tout ça. Donc, c'est une putain de légende. En fait, le truc, c'est que 50 Cent, quand il arrive, et quand j'ai compris l'histoire, tu vois, quelques années plus tard, parce que j'ai commencé à diguer à ce moment-là, en fait, c'était la première fois où tu as l'impression... En fait, quand tu entends l'histoire de Jay-Z, par exemple, tu as l'impression que c'est un espèce de Superman dealer. Donc, c'est un Superman dealer. Il est sorti de ça, maintenant, c'est un boss. Et en fait, 50 Cent, tu as l'impression que quand il sort Get Rich or Die Trying, c'est toujours, en fait, on se dit qu'est-ce qui va se passer après. Il y a toujours la rue, il y a toujours un environnement particulier. Tu sens que c'est pas la fin de quelque chose, c'est pas quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé avant, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, c'est quand tu réécoutes l'album avec quand il cite Homo, le gars qui l'a tiré dessus, Supreme dans cette période-là. En fait, tu dis le gars, il vient d'une histoire en fait qui est assez complexe. Et c'est des choses que je comprends aujourd'hui quand tu digues à l'époque. Tu dis putain, en fait, le South Jamaica Queens, il y avait ça. C'est Game of Thrones le truc en fait. En fait, tu as raison parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très cinématographique dans son approche, dans les titres qu'il choisit, etc. C'est ça. Ça m'étonne pas d'ailleurs que le mec s'est lancé après dans la prod parce que il a quelque chose. Il y a quelque chose de très raconté, de très cinématique. T'as l'impression que c'était encore là en fait. Ça bougeait pas, il était encore dans la rue. Il s'est mangé 9 balles, peut-être qu'il va s'en prendre une 10e. C'était quoi de vivre en fait dans le South Jamaica Queens? C'était quoi? T'as l'impression que c'était. Ils avaient tous des trucs et puis tu te rends compte qu'il a sorti une track qui raconte tout ce qui s'est passé lui-même, tu vois. Enfin bref. Je vous ai raconté la fois où j'ai rencontré 50 Cent? Non, bah, raconte. C'est peut-être le moment. Là, on a un clip. Tu vois, ça, là, c'est un clip que tu vas pouvoir utiliser pour être un peu viral. Un pote à moi qui a une boîte qui s'appelle le Fiesta Club. Je crois que c'est l'anniversaire du Fiesta Club ou un truc comme ça. Et il me dit, il y a Pierre Casadi, tu connais Pierre, qui me dit, il faudrait qu'on fasse un truc avec 50, mais je sais pas, tu peux pas nous faire une petite vidéo un peu marrante, genre, je dis, je sais pas, j'imagine un truc où je suis chef et je fais un gâteau pour l'anniversaire, tu vois. Donc on fait une vidéo, machin, et puis dans la vidéo, je dis, je vais l'offrir à 50, c'est pour toi, machin. Et le soir, il arrive, donc on fait la vidéo évidemment genre 2 semaines avant, et le soir il arrive, et on lui remet le gâteau qui est dans la vidéo, et donc à ce moment-là, rencontre, présentation, 50, moi, petite photo, les gens étaient comme des oufs. J'ai rien pécho en plus, ça m'a servi à rien, j'ai rien pécho personne, mais j'étais avec 50, donc au VIP, et il distribuait des bouteilles de champagne, comme ça, il m'en a donné une, il m'a dit, ok, on va se revoir. Trop bien. Jamais il m'a rappelé. Jamais il t'a rappelé. Oh merde. Mais j'ai reçu une bouteille de champagne, on a fait des Allez, il fait du cheval à Compton, il n'a pas besoin de 50. C'est bon. C'est bon, tu vois. Attends, on est plugué par ici, ça reçoit des bouteilles de 50. C'est incroyable. Franchement, ta vie, elle est incroyable, c'est vrai. Bon, on va revenir sur 50, parce qu'on n'a pas fini. Sur l'album Get Rich or Die Trying, on retrouve quand même aussi PIMP. I don't know what you heard about me, but
You can't get a dollar out of me. Tu as aussi 21 Questions, il me semble, en featuring avec Nate Dogg, exactement. Would you still have love for me? If I fell off tomorrow, would you still love me? Ça a été vraiment une période incroyable et il y a ce truc d'héritage aussi, il faut dire, chez Aftermath. T'as Dre qui ramène Snoop, puis t'as Dre qui ramène Eminem, Eminem ramène 50 et 50 ramène... Là, vous jouez avec moi. Non, mais ça dépend qui tu parles. Ouais, Tu parles de G-Unit? De Game, les gars. On parle Il est arrivé, ouais. Moi, je t'as pense une que objection c'est pas 50 C'est qui l'a vraiment ramené. 50 qui le ramène. Mais Non. je vais dire... Oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai compris. Je crois Non, que c'est mais- Dre qui le ramène. Ouais, d'ailleurs, c'est Dre. Je crois que c'est Dre. qui- Dre. Pour la petite histoire, vas-y. Bon, la petite histoire, j'ai pas vraiment la petite histoire. Il y a plein de petites histoires qui me viennent en tête, mais il arrive en studio, pas directement par 50, de ce que je me souviens. Et en fait, par contre, lorsqu'il lance G-Unit, en fait, ils se disent qu'ils veulent avoir aussi la West Coast à ce moment-là. Dr. Dre se dit à ce moment-là, alors je sais pas si c'est les propos de Dr. Dre, mais c'est j'ai fait péter un artiste de Détroit. Là, j'ai fait péter un artiste de New York. Comment la West Coast, il y avait une expression qui disait ouais, the West Coast is the best coast. Apparemment il criait tout le temps ça et il voulait absolument aussi avoir un artiste de la West Coast qui reprenne le flambeau, et c'est aussi pour ça qu'il s'est senti entre guillemets obligé, même s'il était fan de The Game, hein, mais il s'est senti obligé aussi de l'intégrer à G-Unit. Après je sais pas si c'est vraiment 50 qui le ramène, tu vois. En tout cas 50 c'est est un détail, impliqué en vrai. dans une certaine mesure, ça c'est important de le dire. Ils vont collaborer aussi sur son album du coup de Documentary. Il y a Hate It or Love It. Hate it or love it, the underdog's on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP. How We Do aussi qui a tourné en boucle de chez boucle. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. Aftermath, c'était vraiment sur le toit du monde, mais à un moment, ils vont quand même faire passer un peu traversée du désert. Tu sais, ça commence vers 2007-2008. C'est-à-dire que Dr. Dre va perdre son fils d'une overdose. On attendait aussi son album Detox, qui va jamais sortir, on le sait maintenant. Depuis 5-6 ans, il devait le sortir, ça sort pas. Eminem revient avec un nouvel album, il est un peu plus dark, donc les gens ont un peu plus du mal à le recevoir. Et puis, pour la première fois, 50 va revenir avec 2 nouveaux albums qui vont se classer 2e au classement du top 100 Billboard, tu vois, alors que d'habitude, quand il revenait, c'était toujours parfait, il était en numéro 1, et ça commence à devenir compliqué pour eux. Et c'est là qu'on se dit, tiens, c'est peut-être la fin d'une ère, peut-être que Dr. Dre, c'est cuit, ça va plus marcher, etc. Sauf que lui, en début d'émission, je l'ai dit, c'est que c'est un dénicheur et un accélérateur de talent, et ça continue des années après avec un certain Kendrick Lamar. Dr. Dre va rencontrer plutôt ou entendre parler de Kendrick Lamar qui lui a été biberonné au Tupac, parce que lui aussi vient de Compton, donc la West Coast c'est vraiment chez lui, ça lui tient à cœur. Quand Kendrick arrive sur le devant de la scène et surtout quand il vient avec ce gros projet qui n'est pas son premier projet mais ce gros projet Good Kid, Mad City, est-ce que pour vous il apporte un vent de fraîcheur? Et ma deuxième question c'est aussi, est-ce que c'est bien la preuve que Dre s'est déniché des profils différents en termes de talent quoi aussi? Alors, je vais dire oui et non. Moi, je pense que dans cette période-là, il est quand même rouillé. Je pense qu'il est rouillé parce que, en fait, il y a Nipsey Hussle qui arrive. Et Nipsey Hussle commence à gagner en notoriété sur la Californie. Et Dr. Dre ne veut pas bosser avec lui. On le sait. C'est-à-dire il n'y a pas eu de relation, de connexion. Et Nipsey Hussle était prêt. Il avait envie de travailler avec Dr. Dre. Donc je pense qu'il avait quand même loupé quelque chose avec Nipsey Hussle. Un rappeur qui a peut-être moins de talent en termes de rap, d'écriture, mais en termes d'entité, de représentant de la West Coast, c'était probablement le plus fédérateur de tous. C'est vraiment la nouvelle figure. C'était la nouvelle figure. Il était extrêmement fédérateur, tout le monde l'aimait, etc. Donc, pour ce qui est de Kendrick Lamar, il est signé chez Top Dog depuis 2004-2005. Il a le temps de sortir des projets, d'accompagner J-Rock, de voir toutes les galères avec TDE. Et c'est vraiment au moment où il commence à y avoir une vraie hype autour de Kendrick Lamar. Pour le coup, je peux le dire parce que j'avais déjà 20 ans, donc je suivais bien déjà le truc. Il était déjà sur les blogs, les blogs réputés à ce moment-là. Il avait sorti au moins 3 projets, il avait eu le temps de changer de nom. Donc au moment où Dr. Dre va chercher Kendrick Lamar, c'était un 100% de réussite. Il savait que voilà, cet artiste-là,
Il va pas se louper, voilà, quoi. Il va pas se louper avec lui. Il va mettre tous les moyens en termes de production, en termes de communication, en termes de tout pour le faire passer un cap dans sa carrière. Et ça a été le cas. Ça a été l'un des meilleurs projets de ces 10 dernières années. Moi, c'est un projet qui m'a giflé totalement. Mais c'est pas un pari qui prend comme avec Eminem ou avec 50 Cent. Moins de risque, quoi, dans ce Moins sens-là. de risque. Eminem, c'est un risque total de A à Z. Et 50 Cent, c'est quand même quelqu'un qui est détesté par beaucoup de gens au moment où il le signe. Mais par contre, quand il signe Kendrick Lamar, tous les feux sont ouverts, tu vois. Donc on sait que ça va marcher. Après, il y a aussi leur morceau The Recipe qui est juste incroyable. They come from all around the world for the... Mais là, je me tourne vers vous. Du coup, le Kendrick, quand vous le voyez arriver, vous êtes convaincu, vous dites Dre, c'est pas trop chaud ce qu'il a fait, ou vous êtes en mode non, Dre, c'est un bon gars, c'est un bon. Moi, j'ai pas la même vision que lui, que Chris, parce que je trouve que Nipsey, il incarne effectivement les gangs, le ghetto, le charisme, mais il a pas la technique, c'est pas un bon rappeur. Kendrick Lamar, c'est un poète, et donc pour moi, je suis pas du tout d'accord non plus. Dre fait un gros pari sur quelqu'un qui pourrait ne pas fonctionner parce que c'est aussi un alien, c'est aussi un poète, c'est quelqu'un qui dénote complètement. Et après, dans le parcours de Kendrick, il va de plus en plus vers ça, vers des choses risquées qui pourtant plaisent. Dans les clips aussi, c'est quelqu'un qui est à la John Malkovich, qui vient avec des clips complètement dingues, mais qui ose artistiquement des choses très très osées, tu vois, comme Eminem l'a fait à son temps. Et du coup, pour moi, il a quand même fait un pari. Mais je comprends ton analyse. Ouais, non, totalement. Je vois aussi la tienne et je la comprends. Mais en fait, le truc qui est intéressant... On va être d'accord de ne pas être d'accord. Ouais, non, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. En fait, les profils comme, tu vois, Kendrick Lamar, J. Cole, Kid Cudi, etc., c'est un peu la même génération qui a émergé. Et l'industrie et même le public étaient friands de ce type d'artiste-là après Kanye. Lorsque Kanye gagne la confrontation avec 50. En fait, ça envoie un message aux maisons disques. Il y a un truc qui a changé. Voilà, il y a un truc qui a changé. Les gens en ont un petit peu marre, entre guillemets, du gangster rap, même s'ils n'en avaient pas marre, ils avaient juste besoin d'une pause. Et en fait, du coup, les artistes comme ça commencent à signer un petit peu, qui se rapprochent plus du réel. Tu vois, qui se rapproche plus d'un gars comme moi en vrai, tu vois, le gars cool du quartier, bon, il connaît des gars, mais tranquille, tu vois. Mais là, quand même, Kendrick Lamar, c'est ok, cet artiste-là, il dénote de ceux des artistes avec lesquels j'ai travaillé précédemment, mais la manière dont je vais approcher l'artiste, c'est quasiment sûr que si je lui donne un push, sa carrière va décoller. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'ils seront encore capables de nous proposer des talents comme ça, comme ils l'ont fait depuis 20 ans maintenant, même si pas plus, je pense. Parce qu'il y a aussi Anderson Paak. Tu penses qu'il faut... On pourrait s'arrêter, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous en voulez... Toi, Cody, t'en veux plus ou pas? Évidemment. Non, mais je suis sûr qu'ils vont continuer à proposer. Ils sont encore frais, hein, les gars. Dans l'artistique et dans le fait de vieillir dans la musique, il y a aussi à un moment donné une déconnexion avec le terrain. Ouais. Et comme on l'a aussi dit, on leur a rapporté des mixtapes où ils ont prêté l'oreille et se sont dit « Ok, j'investis ». Mais quand tu n'es plus dans des petits concerts, dans des petites salles, dans des battles, parce que tu as eu 3 milliards de deals avec iTunes et que tu t'es acheté une île, à un moment donné, je ne sais pas si tu peux proposer des talents émergents. Ouais, le rap, c'est un sport de jeunes. Hein. Non, mais ça c'est sûr. Mais je veux dire, ils sont encore là. Tu vois, je veux dire, c'est comme dans le cinéma, tu as des producteurs qui ont 80 ballets. Et Dre s'est quand même remis maintenant d'une attaque cérébrale, il ne faut pas oublier. Et d'un divorce. Ouais, d'un divorce. Il en était heureux d'ailleurs, de ce divorce. J'avoue. Askip, il a fait une fête pour célébrer son divorce. Ils ont fait un post avec Exhibit là. Ah ben voilà. Vraiment des gamins, c'est incroyable. Alors messieurs, on va jouer à un jeu. Et c'est un blind test spécial Aftermath. Vous savez que vraiment, c'est comme un blockbuster, ce label. Il n'y a que des hits. Donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en fait tous les sons en même temps. On va vous proposer au moins 7 sons qui vont passer en même temps. Dès que vous en trouvez un, vous levez la main, vous me balancez le titre. Et si c'est la bonne réponse, vous gagnez 1 point et on retire ce titre de la liste. Puis, il va en rester... Tu vas y arriver ou t'as dit? Je vais pas y arriver. Mais arrête de mentir. C'est lui le spécialiste. Attends, arrête de mentir. Et en gros, ça va aller comme ça. La playlist, elle va se rapetisser au fur et à mesure. À chaque fois que vous allez trouver un titre, il y a un point qui part pour vous. Et il y a un titre aussi qui bouge à la playlist. À la fin, il va rester 2 titres. Mais, pour pas que ce soit trop facile, vous allez devoir me donner les 2 titres pour gagner et avoir le point. Vous avez capté? Ok. J'espère que vous êtes prêts. Let's go.
Eminem Show. Non? Non. Y'a pas Without Me? Oui. Ouais, moi j'ai cherché, c'était le titre Without Me. J'ai entendu Without Me. Ah, mais vous avez brouillé les sons en fait. Ah non, moi je savais pas non plus. Attends. Attendez. Moi je pensais que c'était une interlude de NWA ce truc. Moi, j'ai pas capté le Mais lien. oui. Ok, 1 point pour Chris qui a trouvé Without Me. On continue avec la suite. Windows Shopper, 50 Cent. Accro. Il a commencé la On a phrase. été ensemble, J'ai l'impression on a été qu'il a dit oui en premier, donc c'est pour ça que je vais le donner à Accro. Et en plus, la VAR valide. Les OG prend le point. Voilà, Oh, Non, mais il fallait que je comprenne que le son était brouillé. Hein. Ça va. On enchaîne avec le 3e. C'est The Game. Hate it or love it. Bien joué, Accro. J'ai pas entendu par contre. Je sais pas goûter à aller chercher celui-là, mais bravo. Non, mais j'ai reconnu la voix de 50. Il y avait la voix de 50. Peut-être entendu un mot de 50, t'as dit. Ah ouais. Ok, c'était dans. Écoutez, Non, mais il a dit Hate it or love it, the underdog gone stop. Il a dit, tu l'as entendu ça? J'ai entendu à un moment donné et je devais raccrocher ça. J'ai raccroché à 50, mais c'est pas à The Game. Il a entendu Dog Gone Stop, il a dit ok, il y a que Il y a son, que tu ça. vois. Franchement, les gars. Il y en avait combien au départ des titres là dans... Il y en avait 7. Il nous Donc mitraille. là, Ah, on en a- 8 en tout. 8. Donc là, on en a retiré déjà 3. 3. T'es à la Mais il y a un traîne. son d'Eminem en fait que je retrouve plus le titre. Ouais, moi aussi, je retrouve plus le titre. On enchaîne. Il y aura peut-être. Eminem, Without Me. Alors j'ai entendu autre chose, California Love. Non, Eminem, Without Me. Oui. Il y a California Love. 1 point pour Chris. Non, mais Without Me, on l'a déjà trouvé, non? Ouais, j'ai trouvé. On l'a déjà trouvé? Ouais, j'ai dit en tout premier. Ah oui, Mais il a dit en tout premier, Chris. Mais attends. Peu mais- importe en fait. Mais il n'y avait pas California Love. c'est Je impossible. gagne quelque chose à la fin? Si, il y avait il y avait California En Love. fait, ils mettent plein de sons en même temps. Ouais, mais alors s'il y a plein de sons en même temps et t'en trouves un de tout, ça. bah, c'est bon. Ouais, Il y avait un Without Me Eminem dedans, non? Oui, mais et en fait, j'avais déjà trouvé en premier. En premier, c'est ça. Donc en fait, c'est chaque fois le même extrait, un peu plus loin, quoi. Mais en fait, l'extrait, il est en boucle. C'est un petit extrait en boucle Ouais, ou c'est tout le morceau? D'ailleurs, c'est vrai, les garçons, c'est en boucle, non, l'extrait? Il revient en boucle? Tout le morceau. Tous les morceaux. Tout le morceau. Ouais. C'est pour ça. J'ai entendu party. Pas mal, c'est pas Ok, mal, c'est d'accord. pas mal les jeux. Crack a Battle, Eminem. Voilà, c'est ce son que je cherchais tout à l'heure. Bien joué, Depuis bien tout joué. à l'heure, je cherche ce son. En Je connais featuring pas. avec qui? Avec D12. Non. 50? 50. C'était 50. Mais t'as le point, ça va, on va Bah pas, oui. on va pas acheter dans les boîtes. Attends, le gars, il a trouvé le titre. C'est bon. Il y a un Bruno Mars. C'est dans Kendrick Lamar là. Bruno Mars. Allez. C'est qui? Let the door open. Hop, let the Le door nom du open. groupe, le nom du groupe. Supersonic Non. C'est pas c'est quoi encore? Attends, qui a dit le titre? Moi, j'ai dit le titre. Ah, mais alors c'est pour toi, j'avoue, c'est pour toi. Let the door open. C'est Silk Sonic, pas Supersonic. Silk Sonic. Mais c'est vrai qu'il y avait un groupe de rappeuses avant qui s'appelait Supersonic dans les années 80 là. C'est les deux derniers. Vous devez trouver les deux absolument pour gagner. Je veux 2 titres et si vous êtes vraiment chaud, Ah ouais, vous on donnez doit les balancer les titres et deux. les interprètes. Ouais, Wow. pour gagner. Je vais fermer les yeux. Il faut fermer les yeux. Oh Touchy Bring It Back. Busta Rhymes et le remix en fait. Ouais. Mais il y en a deux. Touchy Bring It Ah, il Back. faut trouver les deux. Et il y a un Et Kendrick oui, il Lamar. y a un autre. Il y a un Kendrick. J'ai Est-ce pas qu'on peut entendu. remettre? Est-ce qu'on peut remettre? Ah oui, je sais, c'est DNA. Bien joué. DNA, ouais. Donc, Et c'est Chris, Damn. tu fais l'honneur. Bravo, Chris. En plus d'être inspirant, tu es trop fort. Ouais, mais Bravo. Trop fort, je sais pas. tu vois, Mais Accro aussi, t'étais très fort. T'as il vu faut le dire. l'hospitalité des Belges, tu vois, on arrive, Ouais, ils m'ont fait gagner. on accueille En fait, ils connaissaient les réponses. Ils ont dit on va laisser le type. On va laisser le type gagner un peu là. Comme ça, il reviendra. Bon, là, on a bien rigolé, on a bien joué, on a un peu respiré, c'était cool. Mais là, maintenant, il faut qu'on dise les termes, je suis désolée. Ouais, fallait qu'on me la sorte cette fois. Alors, vous avez vu, on parle de Aftermath depuis le début de cet épisode. Donc après tout ce qu'on a dit, est-ce que pour vous, Aftermath, c'est le plus grand label de l'histoire du hip-hop? C'est l'un des plus grands, mais c'est le plus inspirant parce que j'adore voir cette amitié entre 3 gars qui ont fait des millions, mais rester aussi proches, aussi, tu vois, genre l'amitié d'un 50 Cent
et d'un Eminem. Enfin, c'est magnifique, quoi. Enfin, le gars, il a fait percer, il s'aime vraiment, tu vois, c'est humain. Et ce rapport humain, on l'a pas forcément toujours dans des labels qui ont duré, tu vois. Cash Money, c'est pas forcément le cas entre Lil Wayne et Birdman, ou Jay-Z et Dame, tu vois. Et je trouve ça vraiment beau, tu vois. Typiquement, j'aimerais bien créer quelque chose et avoir cette relation-là avec des gens avec lesquels je travaille depuis longtemps. Tu vas me dire, on est toujours aussi proches, on s'aime toujours autant, tu vois. Donc ça, je trouve ça très beau. Toi, Accro, je voyais, tu disais déjà non, je t'ai fait une moue en mode Mais Aftermath, c'est la conséquence aussi, comme c'est bien dit dans le titre, d'une histoire qui est née avant, puisqu'on parlait de Death Row, qui a quand même hébergé 2 des plus gros albums de l'histoire du rap US aussi. Ouais. Et Death Row vient d'être racheté par Snoop, qui, je pense, va aller dénicher des nouveaux talents aussi. Donc lui, on n'a pas parlé de lui, mais c'est aussi un curateur. Et il ne faut pas balayer non plus dans le hip-hop tous les labels de la East Coast. Et un label comme Loud Records, qui a hébergé Mobb Deep et Wu-Tang Clan, c'est quand même des labels qui ont aussi marqué l'histoire du rap et qui, peut-être aujourd'hui n'apporteront plus rien, mais ils font la balance en termes d'artistique et de classique, d'icône par rapport à Aftermath. Juste pour ajouter sur Loud Records, au dernier BET Pop Awards, il y avait un tribute. De ouf. Et j'ai assisté à ça. Il y avait Avoc, on l'a eu sur le tapis rouge, on a eu Dead Prez, on a eu Fat Joe. Il y a eu Lil Kim qui a débarqué. Pour faire Quiet Storm et sa petite choré là. Mais tu sais que là, vous vous rendez même pas compte. Moi, c'est la 2e fois que je la vois performer au BET Pop Awards. Mais le public devient fou quand elle fait ça. Genre, même les mecs qui se lèvent. C'était impressionnant, mais c'est vrai. Et bon, on n'a pas eu le Wu-Tang sur place. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. C'était en vidéo. Mais c'était magique, quoi. Voir Loud Records, c'était incroyable. C'était juste pour ajouter. Et en plus, on a cité Loud Records, mais on peut parler aussi peut-être de Bad Boy qui a aussi fait son truc énorme. Bad Boy. Rocafella, mon label favori. Def Jam, c'est vrai, il ne faut pas minimiser l'apport dans l'histoire aussi, dès les années 80, avec LL Cool J, qui est pour moi la première pop star du hip-hop. C'est LL. Et il est resté. Il ramène les Beastie Boys, il y a Run DMC, c'est tous des groupes de légendes. Donc Def Jam, clair. Peut-être Def Jam aussi. Pour toi, ce serait Def Jam peut-être, parce que ça, c'est vraiment... Ils ont, en fait, ouvert un nouveau pan dans l'industrie. Parce que Def Jam... Vous parlez pas de Cash Money. Oui, non, mais je sais pas, tu vois, même tout ce qui est, moi qui suis comédien, etc., ils ont quand même ouvert des choses sur le cinéma, sur la télévision. Et c'est quand même un gros acteur dans l'histoire. Et d'ailleurs, j'allais dire, un argument qui est dingue qu'on pourrait dire, c'est que, qui va en faveur de Aftermath, c'est qu'ils ont vendu énormément d'albums, ils ont déniché des profils de talents qui étaient assez différents, mais si on part du côté des contre-arguments, on peut dire aussi qu'ils ont loupé quelquefois des petites occasions, comme Yves que Dre avait pris, mais Dre était tellement occupé à l'époque sur les bails d'Eminem qu'il a délaissé Yves, elle a été drop et qu'il a récupéré après Rough Rider. Et elle a fait le taf là-bas, tu vois. Donc comme quoi, il y a du pour et du contre, quoi, au niveau d'Aftermath. Moi, mon label favori, c'est Rocafella. Pourquoi Rocafella ? Jay-Z, Kanye. Qu'est-ce que Rocafella a plus que Aftermath, par exemple ? Toi, t'as parlé de Def Jam tout à l'heure. Pour toi, qu'est-ce que Rocafella a plus ? Il y avait juste un côté un peu plus mouvement. C'est-à-dire que tu avais l'impression, en fait, tu as Jay-Z qui est là, mais derrière, en fait, tu as plusieurs crews dans un crew. C'est-à-dire, Aftermath, c'était des grosses superstars. C'est une lignée de grosses superstars qui arrivent. Rocafella, c'est les gars de Philadelphie qui débarquent, qui créent un collectif, qui ont un swag, qui ont une attitude. T'as les mecs d'Harlem qui arrivent, le Dipset, avec un swag, une attitude. Et puis t'as ce kid de Chicago qui débarque avec ses polos roses et son sac à dos. Il a bien changé depuis. Qui a un swag, une attitude. Et Jay-Z en grand pape de tout ça, tu vois. Et en fait, il y avait ça, et puis il y avait l'aspect vêtements, très culture. C'est très lifestyle, Rocafella, finalement, tu vois. Très beau visuellement, tu vois. Et quand t'es petit, que tu comprends pas l'anglais, parce qu'on va pas se mentir, je comprenais pas Renegade de Jay-Z à 11 ans quand l'album est sorti. Mais c'était très visuel, et visuellement parlant, ça m'appelait plus, tu vois. Qu'un Aftermath, quoi. Que Aftermath, qui était beaucoup plus sombre. Mais désolé. Pour moi, par rapport à Rocafella, tu vois, on a vu dans le documentaire de Kanye maintenant qu'il a eu du mal à se faire accepter et que c'était pas si tant que ça une famille de crew bienveillante. Non, je pense que c'était une grosse entreprise et qu'ils ont vraiment vu ça comme, tu vois, on lance des superstars. Il y avait ce côté vraiment label, patron, pape, comme tu dis, avec Jay-Z. Et du coup,
moi, j'humanise moins un label comme ça que Aftermath ou que Def Jam ou autre, quoi. Bah, merci pour ces petits débats là, plus qu'intéressants. On va terminer avec un truc que j'aime bien, c'est un peu la question de la mort, la question un peu compliquée, j'ai envie de dire, mais c'est le jeu, c'est comme ça les amis, vous allez devoir vous mouiller. Si vous ne deviez garder qu'un seul son de Dre, ce serait lequel? Moi, ce serait un Snoop pour le coup. Ce serait G's and Hustlers. It's Snoop Dogg up on the mic, I'm back with Dr. Dre. But this time I'm gonna hit your ass for the touch to leave motherfuckers in the days. Attends, This mais is for the G's and this ça, is c'est une for the chanson de Dre? hustlers. Bah, c'est produit par Dre, c'est Eminem. Ah, ok. C'est Snoop. C'est vrai que bon, s'il est aux manettes, ça passe. Facile, California. California Love. Un hymne. Now let me welcome everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. Hymne, c'est-à-dire que c'est passé au-delà d'un simple titre. C'est devenu on dit un hymne ou une Oui, un hymne. Un hymne, voilà, d'une région des États-Unis. C'est-à-dire que comment des mecs de Compton finissent par faire d'un morceau hip-hop un truc iconique, hymne international. Avec George Clinton dans le clip quand même. Grand monsieur, pape de la funk, important et de le dire. Tupac qui sort de prison. J'avoue. En Mad Max, tout est iconique en vrai. J'avoue que California Love, c'est vraiment le truc. Mais je dirais Nothing But a Jet Thing. Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. Parce que c'est le clip que je regardais tout le temps quand j'étais petit sur internet, là, AOL, l'anecdote. Alors, si vous ne devez garder qu'un seul son du rap god aka Eminem, ce serait lequel? Oh, je pense là tout de suite Bad Meets Evil. I don't speak, I float in the air wrapped in a sheet. I'm not a real person, I'm a ghost trapped in a beat. Avec Royce Da, là. Oui. Trop bon ce son. Enfin, vraiment, il est incroyable. Stan. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. Pas mal. Parce qu'il y a ce côté. Stan, il est incroyable. Tu vois, tu disais qu'il avait une voix un peu diabolique. Et là, il joue un autre personnage en plus. Donc sa voix change parce qu'il se met à la place du gars qui lui écrit. Ouais. Il y a un univers cinématographique à fond, comme ce que tu disais, ouais. Cody. Et en même temps, c'est pop. Ouais, non, il est incroyable, Stan. Il a rassemblé tous les meilleurs éléments quoi, pour en faire quelque chose d'anthologie. Toi, Cody? Nowadays, everybody want to talk. When they got something to say, Forget about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. So what do you say to somebody to say? Un morceau de 50. Many Men. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. Candy Shop. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Il y a un titre qui s'appelle In My Hood, ou sur, je pense, le deuxième album, sur Curtis, qui est vraiment bien. Alors, le dernier, un seul morceau de Kendrick et KK Dot. Oh putain, beaucoup hein. Bah, je vais prendre un morceau que personne cite jamais, Ronald Reagan Era. Welcome to Vigilante, 80, so don't you ask me. I'm hungry, my body's antsy. I rip through your fucking pantry. Il est dans Section 80, il est incroyable ce morceau. Ouais, c'est l'un des projet juste avant. Ouais, c'est l'un des morceaux les plus ignorants de Kendrick Lamar où il parle un peu street et tout ça. Enfin, je trouve ce morceau incroyable. Et il a un débit différent. Enfin, c'est technique ce que je dis, ça a aucun intérêt. Mais ce que je dis, c'est que vraiment ce morceau, il faut l'écouter quand t'aimes bien Kendrick Lamar. Alors pour toi, Cody? Humble. Bitch, be humble. Sit down. Be humble. C'est vrai, en plus il dit des vrais trucs dedans. Ouais, moi aussi je pense. Humble. Et je préfère quand même l'album Good Kid, Mad City, cette vibe. Vous avez aimé To Pimp a Butterfly? Il est incroyable. Attends, parce que j'ai quand même rencontré. Dis-nous tout. Jure, c'est vrai. Je te crois en plus. Hein. Moi j'ai rencontré Kendrick Lamar. Ah ouais? Ah ouais. Kendrick Lamar? For sure. How? Alors, on a joué avec Starflame aux Ardentes. Ouais. Avant Kendrick Lamar. Oui. Je suis dans le catering, je vais me servir à manger dans le truc là, tu vois, la cantine. Ouais. Et je me retourne, il y a un gars avec des dreads et je me dis, c'est pas lui, il est trop petit, tu vois, parce que moi je suis pas très grand. C'est en quelle année? Remets-nous dans la période. Je crois qu'on doit être en 2016. Ok, donc tu vois le type avec des locks, tu dis non, c'est pas lui. En plus à ce moment-là. Et je me retourne et après je fais putain, ouais, en fait c'est Kendrick Lamar. Et je voulais pas faire le type, le fan ou quoi que ce soit, je vais pas le faire chier. Ouais. Mais du coup, il attendait derrière moi que je me serve mes petites frites pour se servir. Merde. Ah, j'aurais vraiment été genre. Sans charisme. Certainement sans charisme. Ça, Kendrick? Ouais.
Il a pas de charisme. Non, moi. elle serait décomposée. En plus, il est derrière moi. Il attend derrière moi. Genre, moi. Incroyable. Tu attends, s'il te plaît, que je me serve mes frites. Incroyable. Sinon, ça va, toi? En tout cas, messieurs, merci pour cet épisode merci qui était incroyablement incroyable. Merci d'avoir regardé OG Story. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous ferait toujours plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. C'est ça surtout que je voulais dire. Et on est au service de la culture. Prenez soin de vous. À la prochaine.